Eh bien, salut à tous. Cette vidéo était certainement mise en non répertorié puisque je vais pas faire énormément d'efforts de montage. Il n'y a pas énormément non plus de grands efforts de mise en page, de texte. Ça va être un petit peu... En fait, c'est un petit peu du blabla autour de Silent Hill 2. J'aimerais bien en discuter, mais j'ai pas envie d'aller embêter des gens pour en discuter. Mais j'ai beaucoup de choses à dire sur Silent Hill 2, donc ça va être un peu le bordel. Je vais un peu certainement m'en mêler, peut-être oublier certaines choses. C'est pas impossible que je mette juste un fond noir en fond de vidéo. Peut-être juste une image du jeu. J'ai pas très envie de m'attarder sur le montage parce que de toute façon c'est fait à la volée. Mais j'aimerais beaucoup revenir sur Silent Hill 2 puisque j'ai terminé ma deuxième run du jeu il y a quelques jours. Je l'ai terminé hier. Sachant que moi ma première expérience avec Silent Hill 2, elle date de 2024, été 2024. J'avais installé sur émulateur la version PS2 Director's Cut de Silent Hill original. Et j'avais terminé la première séquence des appartements, Woodside Apartment. J'avais un peu commencé Blue Creek Apartment, mais j'ai pas continué. En fait, les énigmes me saoulaient un petit peu et ça me saoulait de tout le temps devoir aller sur la solution parce que je trouvais pas. Du coup, je me suis dit, vu qu'il y a le remake qui va sortir d'ici 2-3 mois, je me suis dit que j'allais attendre, voir ce que le remake donne, et puis si jamais, en fonction des réactions, j'avise, soit je fais l'original, soit je fais le remake. Finalement, j'ai fait le remake, et il faudrait aussi que je redonne sa chance à l'original un jour, quand j'aurai le courage. Mais du coup, cette vidéo-là, elle va surtout se baser sur le remake, puisque j'ai joué 3 heures à tout casser à l'original, donc je commenterai pas énormément dessus. Surtout au niveau du game design, du gameplay, etc. Puisque c'est pas quelque chose que j'ai pu énormément expérimenter sur Silent Hill 2 original. Pour l'instant, donc je vais surtout m'attarder sur Silent Hill 2 Remake, qui pour moi est un excellent remake, aux côtés de Resident Evil 4. Pour moi, ce sont deux remakes qui sont vraiment exceptionnels et qui n'entachent pas leur jeu d'origine, comme par exemple Resident Evil 3 ou Final Fantasy VII Rebirth. Et oui, il faut bien que je tacle le jeu à la moindre occasion. Mais non, je trouve que Silent Hill 2 Remake, ils ont fait un taf qui est monstrueux sur le jeu. Surtout au vu du risque que ça représentait de faire un remake d'un jeu aussi apprécié. Je me souviens que même si j'étais pas du tout dans la fandom à l'époque, je voyais déjà énormément de gens Doom Post les trailers du remake en disant que ça allait être une catastrophe, que ça allait détruire l'une des plus grandes œuvres vidéoludiques de tous les temps, etc. On entend tout, hein. Même encore aujourd'hui, on entend beaucoup de gens cracher sur le remake juste parce que c'est un remake, ils veulent faire les élitistes, etc. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Je m'étalerai pas là-dessus, mais à titre personnel, je trouve que Silent Hill 2 Remake est vraiment excellent. Que ça soit sur énormément de choses. C'est vrai que depuis que j'ai terminé le remake, j'aime bien dire un petit peu à tout va que c'est le plus grand jeu de tous les temps. Et c'est vrai qu'en réalité, je le pense réellement, que c'est le plus grand jeu de tous les temps, et je pense que au-delà du média de jeux vidéo, c'est l'une des plus grandes œuvres qu'on a pu avoir en fait. Parce que tout ce il le fait vraiment, mais beaucoup trop bien, il le fait à merveille. Moi je trouve ça fou. C'est à part à peut-être quelques écarts près, comme par exemple la longueur du labyrinthe, des trucs comme ça.
Pour le remake, bien entendu, je veux dire, mais je trouve qu'à quelques petits écarts près, Silent Hill 2, dans tout ce qu'il entreprend, c'est beaucoup, beaucoup trop bien fait. Que ça soit au niveau du sound design, que ça soit au niveau des musiques, du game design, de l'ambiance globale, que ça soit de la bande son, je crois que je l'ai dit, les visuels également, les designs des monstres, par exemple, les relations et les dialogues avec les autres personnages qui, quand on dig up un peu. Je suis fatiguée, si jamais les mots ils me sortent qu'en anglais, je vais les sortir qu'en anglais, je suis désolée, je suis fatiguée. Je fais vraiment, quand je dis que je fais cette vidéo là à la volée, c'est vraiment à la volée. Mais du coup, putain, du coup je m'en mêle. Mais oui, c'est quand on creuse un petit peu dans les dialogues avec les personnages qu'on se rend compte, surtout après coup, après avoir terminé le jeu, de ce que ça veut dire sur James, mais de ce que ça veut aussi dire sur eux. Aussi, mais d'ailleurs en parlant de ça, il y a un détail que j'avais complètement zappé la première fois, c'est par exemple Eddie, la première fois qu'on le rencontre, et même pas que, mais quand on le rencontre, on voit que lui, sa version de Silent Hill, c'est lui, pour lui, c'est un congélateur en fait, Silent Hill, et c'est tout plein de détails comme ça de partout. Moi ça me... En fait, après avoir terminé le jeu, quand j'ai commencé à aller chercher un petit peu tout ce que tout représentait, etc., et que je voyais tous les détails qu'il y avait dans ce jeu, je me suis dit, putain, mais waouh, c'est notamment pour ça aussi que je considère que Silent Hill 2 est l'un des plus grands médias qu'on a jamais eu. C'est parce que l'attention aux détails est juste monstrueuse. Rien n'est laissé au hasard, absolument rien n'est laissé au hasard, et pour le coup il n'y a pas énormément d'œuvres, en tout cas que j'ai faites à titre personnel, qui peuvent se vanter d'avoir un tel niveau de détail pareil en fait. Puis quelque chose que j'aime énormément aussi avec Silent Hill 2, c'est qu'on a vraiment la liberté d'interpréter les événements en fait à notre manière, avec notre vécu, nos expériences, etc., et la manière dont on lit le jeu. Bon après, faut pas non plus exagérer comme une certaine personne sur Twitter dont je ne nommerai pas le nom, qui est complètement folle, mais non, le jeu, en respectant quand même un minimum ce qui est vraiment dit de manière explicite, ça dépend quand même, parce que le jeu n'est pas non plus si explicite que ça, à part à certains moments, il faut quand même beaucoup lire entre les lignes. Mais globalement, le jeu, à partir du moment où on respecte quand même vraiment la narration de base, il nous laisse beaucoup interpréter. Et vraiment, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de lecture de Silent Hill 2 qui soit plus correcte qu'une autre, à part pour cette fameuse personne sur Twitter. Mais... je suis taquine. Mais non, c'est vraiment un mélange de tout ça. Quand je parle du sound design, je suis un peu choquée. J'étais un petit peu outrée quand j'ai vu que le jeu n'avait pas gagné le award du meilleur sound design pendant les Game Awards, même si en vrai ça veut rien dire, c'est pas grave. Mais j'avais été un peu outrée que ça ait pas été reconnu, parce que le sound design de ce jeu-là, il est vraiment fou. Il y a eu plusieurs moments où je me suis arrêtée, que ce soit sur ma première ou ma deuxième run d'ailleurs, il y a eu plusieurs moments où je me suis arrêtée parce que j'avais entendu un bruit, et j'ai eu peur, et je me suis retournée, il y avait rien. Et j'ai regardé autour de moi, il y avait rien. Mais c'est pareil, des bruits. Il y a toujours quelques petits bruits, on n'y fait pas forcément attention, mais s'ils étaient pas là, ça donnerait vraiment pas la même chose. Et même je crois il me semble de mémoire, alors ça je suis plus sûre, faudrait que j'aille regarder, mais du coup là je vais pas le faire, mais pas maintenant. Mais de mémoire, il y avait plus de 700 pistes juste de sound design qui avaient été faites pour le jeu. C'est énorme, c'est vraiment, ça témoigne d'un travail mais monstrueux. Puis après évidemment il y a les musiques d'Akira Yamaoka qui sont fantastiques. Il y en a aussi qui l'a pas refaite.
par exemple Blank Fairy n'a pas été refaite, ils ont réutilisé la même version que dans l'original. Je trouve pas que ce soit un mal, parce que de toute façon la musique en elle-même, pour son usage, pour ce qu'elle représente, elle était parfaite, il n'y avait pas besoin de la modifier de toute façon. J'aime beaucoup alors, Promise Pragma version de 2024, c'est une des musiques que j'aime le plus au monde. En fait, quand je l'écoute, j'ai vraiment l'impression que j'ai vécu quelque chose de grand, quelque chose d'énorme, surtout la seconde partie de la musique. J'ai vraiment l'impression d'avoir vécu quelque chose d'énorme. C'est pour ça aussi que j'aime bien dire que Silent Hill 2, c'est l'un des plus grands jeux qu'on ait jamais eu, puisque je me fais cette remarque-là à chaque fois que j'écoute Promise Pragma de 2024 du remake. Vraiment, c'est une folie cette musique, je l'aime beaucoup trop. Mais honnêtement, pour être complètement honnête, franche, Silent Hill 2 n'est pas mon top 1 jeu vidéo préféré, uniquement parce que je suis extrêmement biaisée envers Nier Replicant, parce que Nier Replicant, c'est un postulat de base qui, moi, me touche énormément. C'est un jeu qui, de toute façon, m'a énormément touché, apporté. Nier Replicant, même si je suis beaucoup moins virulente sur la licence tout court maintenant, puisque de toute façon, ils ont tué l'hype, il faut le dire, ils ont tué l'hype. Même si je suis beaucoup moins virulente et que j'ai grandi depuis. Donc mes attentes, ce que je recherche dans un jeu vidéo, etc., c'est plus forcément la même chose. Ça reste quand même une licence qui m'a énormément touchée, surtout Nier Replicant. C'est pour ça que je pense que ça restera mon top 1 à vie. Mais sans ce biais-là, franchement, Silent Hill 2 aurait été mon jeu préféré de tous les temps. Ce jeu n'a vraiment pas à rougir d'énormément d'œuvres. Honnêtement, ce jeu, c'est quelque chose. Donc, ça fait déjà 12 minutes, donc je vais peut-être arrêter de m'attarder sur ce point-là, mais du coup, le jeu, moi je l'ai fait à 2 périodes très différentes dans ma vie, même si là, à l'heure à laquelle j'enregistre, on est le 17 mai 2026, j'ai joué au jeu Day One, même si à l'origine, je voulais attendre un petit peu de voir ce que les gens allaient dire, etc., mais j'étais tellement hype pour la sortie du jeu que j'ai joué Day One finalement. Donc je crois que c'était le 4 octobre 2024 ou le 8, enfin c'était tout début octobre 2024, donc ça fait 1 an et demi, un peu plus, mais il n'y a pas eu énormément de temps découlé entre les 2 périodes entre lesquelles j'ai fait Silent Hill 2, mais j'ai énormément évolué depuis le temps. Que ce soit comment je vois les choses d'un point de vue psychologique, et même ma situation personnelle a énormément changé entre mes 2 runs de Silent Hill 2. Donc la manière dont j'ai lu le jeu, naturellement n'était pas pareil. Et puis je commence un peu à perdre mes mots. Évidemment, il y a aussi le fait que j'ai pris beaucoup de recul par rapport au jeu, et que je connais le contexte, je connais les détails, etc. Donc forcément les faits ne pouvaient pas être identiques quand j'ai relancé le jeu, mais je pense quand même que au vu de quel type de jeu c'est, la lecture de ce qu'on fait, comment on le perçoit, peut vraiment changer en fonction de l'environnement dans lequel on vit, de la situation dans laquelle on se trouve, que ça soit d'un point de vue psychologique, financier, peu importe. Je pense vraiment qu'en fonction de la période dans laquelle on se trouve dans sa vie, ça peut vraiment être différent. Moi, quand j'ai fait Silent Hill 2 pour la première fois, mais du coup le remake, parce que je considère avoir fait que quand j'ai terminé le jeu, donc mon expérience de l'original, voilà. Mais du coup, la première fois que j'ai fait Silent Hill 2, en fait, pour ceux qui me connaissent un petit peu, ils vont savoir de quoi je parle, mais en fait, je venais de passer les écrits pour mon concours. Et en fait, je commençais
doucement à sortir d'un très long épisode d'apathie dont je souffrais. Parce qu'en fait, je commençais enfin à avoir de l'espoir grâce à le dit concours. Et Liv, c'est la fin que j'ai eue pour la première fois, comme beaucoup de joueurs. Et en fait, si je parle de ça, c'est que... en fait, cette fin, c'est la fin positive du jeu. Toutes les autres, c'est pas du tout des fins positives, mais s'il y a bien une fin positive, c'est celle-là. Elle est remplie d'espoir pour James, en fait. Et sur le moment, ça m'a vraiment énormément parlé. Du coup, puisque moi-même, je commençais vraiment à avoir de l'espoir pour moi-même, pour ma vie plus tard. Du coup, évidemment, j'ai tué personne, encore moins ma femme. Mais la lettre de Marie qui lui demande de vivre pour lui-même, comme il l'a fait pour elle, ça m'a vraiment fait quelque chose en fait sur le moment. Cette fin, elle demande à James et aux joueurs d'aller de l'avant, et c'est vraiment ce dont j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Donc ça m'a vraiment, je dirais pas brusqué, mais ça a vraiment résonné avec la situation dans laquelle j'étais, parce que j'étais très stressée à l'idée de pas réussir, mais en même temps j'avais de l'espoir, quoi. Donc vraiment lire ces mots, les entendre, même être lus par l'actrice, ça m'avait vraiment fait quelque chose. Et pareil, après j'étais allée écouter la version de l'original, parce que ça évidemment ça c'est un incontournable. La version de l'original en plus avec la voix de l'actrice dont je me souviens plus du nom malheureusement. La lecture était tellement honnête, tellement franche, c'était... Non, vraiment, c'est la fin, la lettre de Marie, c'est quelque chose, je me souviens que quand j'avais relancé le jeu, après, j'avais pas terminé cette run-là, j'avais pas trop eu envie, ni trop le temps d'ailleurs, mais quand j'ai relancé le jeu et que j'ai entendu le début de la lettre de Marie, ça m'avait ému, je dois l'admettre. C'est vrai que... Oula, attends. Le jeu, il m'a quand même vachement terrifiée à certains moments. Puisque, en fait, tout le long, je me demandais, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi le problème avec la ville? Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, en fait, j'ai peu à peu commencé à soupçonner James, mais réellement à le soupçonner. Parce qu'au début, je me disais, pour la blague, je me suis dit, imagine, il a tué sa femme. Mais c'était sur un ton humoristique. Je me suis dit, le mec qui va chercher sa femme dans une ville où t'as des trucs horribles à chaque coin de rue, t'as quelque chose qui t'attend de dégueulasse qui va te vomir dessus. Il a l'air de vraiment vouloir la retrouver. Je me suis dit, c'est pas possible que ce soit lui, même si ça serait marrant. Non, mais bref, c'était mal dit, mais même si ça serait cliché que ça soit lui qui ait tué sa femme, je m'étais dit, je vais laisser ça sur le côté et puis on verra bien. Et puis du coup, vraiment tout le long du jeu, j'étais en train de me dire, mais putain, mais est-ce que je peux avoir quelques réponses, s'il vous plaît? Puisque je comprenais pas ce qui se passait, et puis quand même, au fur et à mesure qu'on avance, on se pose quand même des questions sur James, puisque pourquoi est-ce qu'il met sa main dans des chiottes? Pourquoi est-ce qu'il est aussi calme face à la première apparition de Pyramid Head dans l'appartement, quand il était en train de zigouiller des mannequins? Pourquoi est-ce qu'il était aussi calme? Il y avait quasiment aucune once de panique sur son visage. Pourquoi est-ce qu'il est aussi calme? Pourquoi est-ce qu'il fout sa main dans des chiottes? Pourquoi est-ce qu'il saute dans des trous sans fond comme ça? Ces dialogues avec les personnages, au bout d'un moment, tu finis quand même par te dire qu'il y a quelque chose qui va pas avec le mec. C'est juste que tu comprends pas. Tu peux avoir des théories, mais en réalité, tu sauras pas jusqu'à la toute dernière heure du jeu, en fait. Et Silent Hill 2, pour moi, c'est la meilleure représentation de quand t'apprends à connaître un monstre, tu le verras jamais comme tel. Ce que je veux dire par là, c'est que même si
évidemment, on finit par avoir des doutes sur James, parce que... voilà. Mais jusqu'à la cassette, on sait pas, en fait. Et puis... jusqu'à la fin du jeu, on est un peu avec lui, dans le sens où on espère qu'il va réussir à s'en sortir, puisque il affronte des horreurs qui sont innommables. Il est confronté à des trucs, mais c'est pas possible. Tout ça pour retrouver sa femme. Et on sait que ces sentiments de vouloir la retrouver, ils sont sincères, ça on peut pas lui enlever. Évidemment, ce qu'il a fait, c'est horrible. Ça, y a pas de débat, c'est pas excusable, il a commis l'irréparable. Mais Silent Hill 2, en fait, il suscite de la sympathie pour James tout au long du jeu. On peut tout simplement pas le détester complètement pour ce qu'il a fait. Et moi, je trouve ça tellement ingénieux de la part du jeu de pas avoir balancé dès le départ, en fait. La raison de pourquoi est-ce qu'il est à Silent Hill, parce qu'ils auraient très bien pu le faire. Ça aurait rendu le jeu vraiment drastiquement moins bien, surtout que du coup il n'y aurait pas eu le plot twist à la toute fin, etc. Mais ils auraient juste pu dire dès le départ que le mec a tué sa femme à un moment où elle avait complètement confiance en lui, elle pouvait pas se défendre, etc. Le mec a commis un crime, mais de fils de pute, il faut le dire. Ils auraient pu nous le balancer directement à l'ouverture du jeu, mais du coup ça aurait fait que en fait on serait parti tout de suite avec un biais négatif envers James. On se serait dit que tout ce qui traverse à Silent Hill, il l'aurait mérité, que vraiment il mérite rien, etc. Alors que non, ils ont fait le choix de présenter le mec comme un mec normal, qui a vécu quelque chose de difficile. Sa femme qui est tombée malade d'une maladie mortelle, qu'il a perdue il y a 3 ans, et qu'il a toujours du mal à faire le deuil, puisque c'est quand même très difficile comme situation. Et le jeu, il te fait avoir de la sympathie envers lui pour ça. Et rien que le fait de partager toutes ces heures avec lui dans les ruelles sombres, pas les ruelles, les couloirs sombres des appartements, de la prison, de l'hôpital, les ruelles brumeuses de Silent Hill qui sont terrifiantes, ça crée de l'apathie, ça crée de l'empathie, de la sympathie envers lui. Et du coup, quand on apprend qu'il a commis l'irréparable, en fait, quand bien même c'est inexcusable, on n'arrive pas à le détester pour ça. Et c'est pour ça que je considère que Silent Hill 2, c'est la meilleure représentation de quand on apprend à connaître un monstre, on n'arrive pas à le voir comme tel. Parce qu'on se rend compte que le mec, il est juste humain, en fait. C'est un mec normal. C'est un mec normal qui a commis l'irréparable, mais ça fait pas pour autant pas de lui un antagoniste. Ça fait pour autant pas de lui un méchant. Il est pas bon, il est pas mauvais, il est quelque part entre les deux. Et je trouve que classer James comme un mec bien ou un mec mauvais, c'est vraiment avoir une très mauvaise lecture du jeu. Bon, après, évidemment, les gens font ce qu'ils veulent, mais je trouve que c'est passé à côté d'énormément de subtilités et de nuances qui sont fournies par le jeu, de foutre James dans une case. Pour moi, en fait, le jeu fait vraiment un effort de montrer beaucoup de choses, énormément de James. C'est pour ça que c'est un jeu psychologique, c'est que on s'enfonce dans la psyché de James. On voit vraiment le fait que c'est un homme qui est paradoxal, que c'est un homme qui souhaite quand même être puni pour ce qu'il a fait. C'est ça que son Silent Hill représente. C'est un désir c'est aussi ça que Pyramid Head représente. C'est son désir de punition, son chagrin. Évidemment que ça ramènera pas Marie, et c'est pas une excuse. Mais il y a tellement de nuances qui sont offertes, permises par Silent Hill,
enfin par sa version de Silent Hill, par tout ce qu'on peut voir en fait, ça me fait penser que la scène avec Angela après Abstract Daddy, où elle lui demande d'avouer que il voulait plus d'elle et qu'il avait commencé à aller voir ailleurs et qu'il s'énerve là-dessus. Il s'était énervé là-dessus. C'est d'ailleurs l'un des rares moments où il a montré une vraie émotion. C'est que pour moi, en tout cas, c'est ma lecture de ça, c'est que moi, je le vois comme vraiment quelque chose. Il veut pas. Il veut pas accepter qu'il potentiellement il aurait pu aller voir ailleurs, parce que de toute façon déjà il en a certainement pas le souvenir, mais surtout que ça c'est pas cohérent. Le mec il s'enfonce littéralement, hein, parce que jusqu'à la fin du jeu on le voit uniquement s'enfoncer, il ne monte aucun escalier, enfin tous les escaliers qu'il prend c'est pour descendre. Le mec s'enfonce corps et âme dans Silent Hill pour retrouver sa femme, dans l'espoir de retrouver sa femme. Donc moi, en vrai, je suis pas vraiment du parti pris que il commençait un peu à aller voir ailleurs pendant la maladie de Marie. Surtout parce que je trouve que ça va un peu plus avec toute la frustration, notamment sexuelle, qu'il pouvait avoir à ce moment-là, qui est exprimée dans le jeu en plus. Hein. Je pense que s'il avait commencé à aller voir ailleurs, on l'aurait vu d'une manière ou d'une autre. En tout cas, moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça, et je trouve que c'est l'un des rares moments où j'ai l'impression que c'est le vrai James un petit peu qui s'exprime, parce qu'il refuse catégoriquement l'idée qu'il aurait pu aller voir ailleurs, tromper Marie, etc. Mais il a fait pire. Mais en tout cas, cette idée de... il aurait pu faire ça, vraiment, ça le met hors de lui. Et je sais plus où est-ce que j'allais avec ce propos, parce que j'ai pas de notes. Mais... ah mince, attends, je vais aller où comme ça? Je crois que j'allais vers quelque chose comme dire que ses sentiments envers Marie, ils étaient là. Il avait de vrais sentiments amoureux pour elle, mais encore une fois, comme je disais plus tôt, c'est le paradoxe avec le fait qu'il avait aussi des sentiments de haine envers elle, à cause de comment elle parlait, comment elle se comportait, etc. Et autant en fait, pour le coup, je comprends quand même les deux parties, dans le sens où comment est-ce que tu veux bien réagir quand on vient te voir et qu'on te dit « Madame, vous allez mourir. C'est sûr, on pourra pas vous sauver, vous allez mourir. » Et quand en plus la maladie, elle te rend faible, elle détruit ton apparence, elle te rend incapable de faire quoi que ce soit, et qu'en plus elle va te tuer à la fin, sans possibilité, sans aucun espoir. C'est très difficile psychologiquement. C'est ok qu'elle se soit autant énervée, même si c'est pas forcément souhaitable. De un, c'est pas incompréhensible, et de deux, je considère que c'est pardonnable, parce que, il faut se mettre un petit peu à sa place, quoi. Est-ce que d'ailleurs James aurait dû se mettre à sa place, mais c'est horrible. Être mari en fin de vie, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Mais d'un autre côté, on peut pas non plus en vouloir à James de s'être senti blessé, et que ça ait nourri de la haine, de se faire cracher dessus à chaque fois qu'il vient la rendre visible, à chaque fois qu'il vient lui rendre visite, alors que ça lui fait aussi du mal de voir sa propre femme dans cet état-là. En fait, c'est ça que j'aime énormément, c'est qu'il y a tellement de nuances dans la manière dont James se comporte, dans la manière dont il parle, dans la manière dont il a réagi aux choses. Ça le rend tellement réaliste, en fait. C'est ce que je pense, il doit y avoir eu des cas quelque part dans le monde où c'était exactement la même situation, et le mec a tué sa femme pour des raisons comme ça. Je pense vraiment que même si c'est extrême, ça rend James tellement humain, tellement nuancé, que je trouve ça dommage, en fait, de voir des gens juste le foutre dans une case du il est méchant. C'est surtout ça va surtout dans il est méchant qu'il est gentil. Mais non,
En fait, d'ailleurs, je voulais un petit peu le mentionner plus tôt, c'est que en fait, vu que Silent Hill, ça représente son désir d'être puni, etc., ça montre aussi que sa boussole morale, elle est pas complètement brisée, quoi. C'est juste... Lui-même, il pouvait même pas croire qu'il a fait quelque chose comme ça, donc il a bloqué le souvenir du meurtre de Marie pour pas s'en souvenir, et du coup, il a fini à Silent Hill, voilà, on connaît l'histoire. Mais... non, James, c'est un de mes persos de fiction préférés parce qu'il y a tellement de choses à voir, à analyser autour de lui. C'est voilà, je commence un petit peu, je commence un peu à radoter, mais du coup, je pense que, enfin, par rapport au plot twist. Je pense pas que ça soit le plot twist le plus fou de l'histoire, le plus spécifique de l'histoire ou quoi que ce soit, ou que c'est impossible de le voir venir. Mais en fait, c'est que la mise en scène, elle est terriblement efficace. En plus, elle est accompagnée par la musique True, si vous préférez avec l'accent. Puis à la fin de la cinématique, le regard perdu de James, et puis même pendant la cinématique, on comprend pas tout de suite ce qui se passe. On voit beaucoup d'images en fait, on finit par comprendre. On finit par comprendre ce qui se passe, mais pas forcément les images. Il y a un temps de process quand même qui est nécessaire. Parce que les images sont quand même vachement violentes, je trouve. C'est chaud. C'est chaud. Et genre, le regard perdu de James à la fin, où ça y est, il comprend enfin ce qui s'est passé. On comprend que l'homme qu'on a accompagné au travers d'horreurs qui sont innommables, il a commis l'irréparable. Et ça, cette cinématique, elle est super forte, je trouve. Encore une fois, c'est pas le plot twist le plus explosif de l'histoire, mais il est tellement, tellement efficace. Non, cette scène-là, je suis allée la regarder plusieurs fois. Pareil, l'OST, je l'ai réécouté plusieurs fois parce que waouh, waouh. Puis du coup, d'ailleurs, c'est à la suite de ça que pour la première fois depuis le début du jeu, on voit James remonter à la surface. Il s'enfonce pas, il remonte beaucoup d'escaliers pour aller voir le toit, et c'est uniquement quand il se rend compte, en fait, quand ça y est, il s'en souvient, ça y est, c'est bon, il est plus dans son déni, que c'est seulement à ce moment-là que la vie lui permet de remonter. Et puis après, en fonction de comment on a joué, etc., New Game Plus et tout, on a une fin qui est plus ou moins différente. Moi, du coup, comme je t'ai dit plus haut, j'ai eu Live en premier. Et pendant ma seconde run, j'ai eu In Water. Alors j'avais un petit peu fait exprès de m'assurer que j'allais pas voir Live une deuxième fois. Je me soignais pas énormément. Et je faisais aussi un petit peu le nécessaire pour avoir la fin de Maria, donc je savais pas en fait quelle fin j'allais avoir. Alors je pensais que j'allais avoir la fin de Maria. Finalement j'ai eu la fin In Water. Et c'est particulier quand même, puisque plus tôt je mentionnais que le jeu, on le lit pas de la même manière en fonction de la période dans laquelle on est. Et c'est vrai que en fait j'ai eu la fin d'espoir quand j'avais besoin quand j'étais vraiment en mode espoir, je commençais à en avoir, etc. Et c'est vrai que là du coup je suis dans une période qui est complètement différente. Disons que je suis pas en fait je vais bien, mais je suis pas heureuse. Donc la fin In Water, elle me parle un petit peu d'une manière différente que si je l'avais eu à une autre période de ma vie, je pense. Je pense que ça aurait été encore plus difficile si j'avais fait In Water à un moment plus dur de ma vie, mais
c'est... Ouais, je sais pas, ça m'a quand même un petit peu ébranlé, si je peux dire ça comme ça, d'avoir une voiture, surtout que bah, je m'attendais pas à la voir. Euh, Puis surtout, c'est complètement contraire à Liv. Après, tu me diras, Maria aussi, c'est un peu contraire à Liv, mais... Et t'aurais raison de me dire ça. Mais c'est pas non plus... En fait, c'est James qui recommence le même schéma encore et encore. Là, c'est In Water, c'est vraiment James, juste, il abandonne, quoi. Il le dit lui-même, c'est pas ce que t'aurais voulu, mais c'est pas grave. T'es plus là de toute façon. Et puis il abandonne. Et bah, il y a 1 ou 2 mois de ça, moi j'étais à pas grand chose d'abandonner, puisque ça allait pas bien, etc. Je vais pas plus m'étaler sur le sujet, mais ouais. Puis la lettre de fin aussi, c'est pas. Il n'y a pas de musique, il y a rien, juste on voit la lettre tomber dans l'eau. C'est un peu. C'est vraiment pas une ambiance très, très marrante. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je voudrais ajouter que la fin, je crois que c'est Stillness. C'est grosso modo In Water, mais avec Marie, dans le New Game Plus. Cette fin, elle, il me semble qu'elle vient seulement du remake. Mais j'aime tellement cette fin. James me fait trop de la peine. Et ça rejoint encore un petit peu ce que je disais par rapport à... Quand tu apprends à connaître un monstre, tu le verras jamais comme tel. C'est que... Enfin... Vu que le jeu, il t'a fait route pour le perso, bah, t'es triste pour lui, quoi. C'est... Oh là là, c'est... Mais du coup... puisque je me suis beaucoup attardée sur ce que je pensais du jeu de manière globale, mais je me suis pas trop attardée vraiment aux différences par rapport à ma première run et ma deuxième, puisque c'est ça à la base, c'est parce que j'ai plus de choses à dire par rapport à ma nouvelle fin, enfin par rapport à ma nouvelle run, par rapport à la première, que à la base je voulais faire un thread Twitter par rapport à ça, puis je me suis rendu compte que c'était trop long, donc c'est pour ça que je suis ici, et ça va bientôt faire 40 minutes que je parle toute seule. Mais du coup, comme je mentionnais là, un peu plus tôt, c'est que au début, quand on fait le jeu, on est vraiment paumé, quoi. Enfin, même si on finit par avoir des doutes sur James, que ça soit au tout début du jeu, j'ai un ami qui j'ai enfin réussi à le faire toucher à Silent Hill 2, il m'a dit Frame 1, il m'a dit James il est fou. Mais on finit quand même toujours par avoir un soupçon de James, mais on ne peut littéralement pas être sûr. On peut pas être sûr à 100% que le mec a buté sa femme, etc. Et on se pose tellement de questions, parce que de toute façon, il y a beaucoup de questions qui méritent de se poser quand même quand on fait Silent Hill 2. Et du coup, bah là, moi, quand j'ai refait une run, bah, j'avais déjà tout le contexte en tête, je savais déjà tout. Et j'avais quand même pas mal envie de faire cette run-là. Puisque bah, avec tout le contexte, forcément, ça force un regard qui est différent. Et bah, ça n'a pas manqué. Mais un truc qui m'a surtout sauté aux yeux, entre guillemets, je dirais, c'est que en fait, le jeu, il me faisait peur par son ambiance, par les potentiels jumpscares des mannequins, par exemple. D'ailleurs, les mannequins, ils sont beaucoup trop efficaces, hein, pendant la fin à l'hôtel, ils sont beaucoup trop efficaces, c'est horrible. Mais je me suis fait jumpscare un peu trop souvent par ces putains de mannequins, mais bon. Voilà, parenthèse close. Mais le jeu, il me faisait peur vraiment d'un point de vue horrifique, jeu d'horreur, ambiance horrifique, etc. Puis une fois que tu termines le jeu, l'horreur, elle fait sens. Et tu comprends que c'est une horreur qui est très, très difficile à soutenir. Et c'est de ça dont je veux parler, c'est que... En fait, le jeu a je l'ai reterminé en 7 jours à peu près, je crois. Alors que quand le jeu est sorti, il me semble que j'avais pris 3 à 4 jours à tout casser. Mais en fait, j'arrivais pas à jouer plus d'une heure, rarement 1 heure et demie. La seule fois où j'ai joué plus d'une heure, j'ai joué quasiment 4... Non, même en vrai, non, j'ai pas fait... parce que je m'étais arrêtée au bout d'un moment. En fait, le truc, c'est que l'horreur,
En fait, je trouve que le jeu, quand tu connais le contexte, etc., l'aspect le plus difficile du jeu, c'est son aspect psychologique. C'est le jeu, d'un point de vue psychologique, il est insoutenable. Et la dernière session que j'ai fait sur le jeu, en fait, j'avais pas fermé le jeu, du coup, ça avait écrit que j'avais joué pendant 4 heures, mais je crois que j'avais pris une pause de 20 à 30 minutes. Parce que je commençais vraiment à étouffer. Et c'est pour ça, en fait, que souvent, je jouais rarement plus d'une heure ou 1 heure et demie, parce que en fait, le jeu, il me mettait mal à l'aise au point où des fois, j'avais quasiment la nausée. Chose qui m'arrivait pas, en fait. La première fois que j'ai joué au jeu, je me sentais pas comme ça. Alors, c'est peut-être dû aussi au fait que je suis complètement sortie de mon épisode, enfin de ma phase d'apathie quand j'étais ado. Mais je pense aussi qu'il y a le fait que je suis quand même plus mature. Maintenant, j'ai 21 ans. Le jeu, je l'ai fait à 19 ans, il me semble. Ouais, j'avais 19 ans quand je l'ai fait. Maintenant, j'en ai 21. Forcément, je lis les choses de manière différente, etc. Mais le jeu me répugne. Vraiment, le jeu, il me répugne. Et ça me met tellement mal à l'aise. Le jeu, je dis ça, mais le jeu, on n'y joue pas pour passer vraiment... pour s'éclater, pour passer le meilleur moment de sa vie, évidemment. Mais vraiment, des fois, j'avais du mal à avancer parce que le jeu, il me répugne. Surtout les phases d'Overworld. En fait, c'est dans Blue Creek Apartment, la première phase d'Overworld du jeu, où je regardais les environnements et vraiment, ça me dégoûtait. C'est à ce moment-là que j'ai eu mes premiers Hulkers. En fait, le truc, c'est que c'est littéralement l'état psychologique de James, et ça me dégoûtait de voir ça. Ça me dégoûtait de me dire, putain, c'est à ça que ça ressemble dans ta tête, en fait. Et je sais pas, en fait, j'avais l'impression d'être un petit peu traînée de force dans un environnement comme celui-là, et ça me mettait vraiment particulièrement mal à l'aise, donc... Non, j'ai vraiment eu du mal avec ma deuxième run de Silent Hill 2. Et c'est un peu une anecdote à la con parce que j'ai pas forcément plus de choses à modeler autour de ça. Mais c'est surtout de ça dont j'avais envie de parler à l'origine. Quand j'avais à l'origine commencé à écrire ce thread Twitter que j'ai transformé en audio. D'ailleurs, je sais même pas si je vais finalement le poster, on verra. Mais... je sais pas si je suis la seule dans ce cas-là. Mais vraiment, je me suis à plusieurs reprises dit putain, mais le jeu est dégueulasse, quoi. Puis après, il y a la séquence avec Abstract Daddy. C'est horrible, c'est vraiment... C'est horrible. C'est le truc qui te court après. Non, vraiment, j'étais encore plus mal à l'aise pour Angela. Parce que c'est horrible ce qu'elle a vécu. Moi... Je considère même pas qu'elle méritait d'aller à Silent Hill et de mourir parce que elle a vécu des abus pendant tellement longtemps aussi. Le fait qu'elle ait buté son père en retour de ça, et son frère aussi, il me semble, parce qu'en plus ce fils de pute aussi, il avait abusé d'elle, et puis sa mère était pas spécialement meilleure. Mais Angela, c'est un perso qui me fait énormément de peine, hein. Et encore plus avec ma seconde run, parce que quand tu fais le jeu la première fois, tu comprends que c'est son père qui a abusé d'elle, mais tu comprends pas forcément que son frère aussi, et que sa mère c'était pas voilà, quoi. Non, vraiment, Angela, c'est un perso qui me fait énormément de peine, puisqu'en plus, c'est horrible de vivre avec ce type de trauma. Et puis, tu vois qu'à la fin du jeu, tu vois que vraiment, on lui a toujours martelé qu'elle servait à rien, à tel point où, pour elle, oui, c'est la réalité, elle sert à rien, elle mérite rien, etc. Et c'est pour ça que elle finit par se tuer à la fin. Et non, c'est un personnage qui c'est une partie de pourquoi l'horreur de Silent Hill 2 est si difficile à supporter. C'est que c'est de l'horreur qui est réelle. C'est des choses, il y a des millions de femmes qui l'ont vécu. Oh non, c'est hardcore. C'est... Putain, ça me met mal à l'aise. C'est difficile d'en parler aussi. Ça me fait de la peine. Et les putains de gooners de merde là qui font des mods juste parce qu'ils considèrent qu'elle est pas assez jolie, mais bande de fils de pute, vous êtes exactement
ce que le jeu critique en fait. C'est terrible. C'est terrible, je suis désolée si vous entendez la chaise qui grince, ma chaise va falloir que je fasse quelque chose pour qu'elle fasse moins de bruit. Concernant Eddie, c'est vrai que je sais pas trop quoi dire par rapport à lui parce que autant Angela, en fait Angela je vois quand même un minimum à quoi elle sert. Enfin, c'est un peu mal dit comme ça, mais je vois quand même un minimum c'est quoi son rôle dans le jeu. Par rapport à James notamment parce que bah tous les personnages dans le jeu ils veulent dire quelque chose par rapport à James, ils permettent une lecture du personnage, etc. Même s'ils sont pas liés qu'à James, hein, évidemment, ils ont eux-mêmes leur propre histoire, leur propre background, ce qui les a menés à Silent Hill, etc. Mais par rapport à Eddie, je sais pas trop quoi dire par rapport à lui, ça j'avoue que... En fait, Laura, je vois ce qu'elle représente par rapport à James, Marie, etc. Angela, pareil, mais Eddie, j'avoue que j'ai du mal. Je sais pas trop comment me positionner par rapport à lui. Même dans ma seconde run, je me suis dit, bah, maintenant que j'ai tout le contexte, etc., que je sais pourquoi est-ce qu'il est à Silent Hill, etc., si c'est la machin, bah, je me suis dit, j'ai peut-être, en faisant attention au dialogue, je vais peut-être mieux comprendre à quoi... par rapport à James, etc., ce qu'il représente et tout, mais c'est vrai que je bloque un peu. Laura, j'ai pas énormément de choses à dire. C'est pas que je vois pas à quoi elle sert, c'est juste que je sais pas trop quoi dire de plus que le jeu dit pas en fait. Non, je cherche, mais non, enfin... non, je rigole parce qu'en fait je viens de repenser à l'ending live où bah, Laura part avec James et ils repartent vers la voiture. Il y a quoi Il y a quoi sur le siège passager de la voiture? Il y a quoi? Ah putain. Bon, voilà, mais c'est vrai que... En fait, Laura, elle a surtout un impact. Le plus gros impact qu'elle a, je trouve, c'est bah, en fonction de si t'as live ending ou pas. Puisque bah, concrètement, il repart avec elle et potentiellement, il l'adopte. Mais c'est vrai que du coup, à part ça, bah... Enfin, mais c'est vrai que par contre, c'est quand même vachement triste de se dire que bah, Laura, elle était dans le même hôpital que Marie, c'était sa meilleure amie dans le fond. Enfin, c'était pas juste sa meilleure amie, c'était sa figure maternelle. Et que bah, Marie, elle est décédée quoi. Et qu'en plus, le mec que Laura déteste le plus a tué Marie. Bon, voilà. D'ailleurs, je comprends pas trop pourquoi elle part avec lui à la fin de Silent Hill, enfin la fin livre de Silent Hill, puisque même si elle est un peu plus adoucie, entre guillemets, envers James à partir de l'hôtel, bah, voilà quoi, pas fou. Pas fou. Enfin, moi je l'aurais pas fait, mais après, bon voilà, on n'a pas tous les mêmes valeurs, etc. Mais ça, voilà, c'est discutable. Mais c'est vrai que c'est quand même intéressant aussi de se dire que, putain, c'est vrai que quand t'as pas le contexte, tu te dis, putain, mais pourquoi il y a une gamine de 8 ans ici? C'est super dangereux. Et puis tu comprends pas pourquoi elle a peur de James, oui, mais elle a peur de rien d'autre. Ouais, c'est... Mais elle est quand même pas mal... Je dis pas, hein, elle est super importante, mais je sais pas trop quoi plus dire par rapport à elle. En fait, de ce que je comprends, elle est surtout là pour faire comprendre à James, quoi. Enfin, c'est pas Silent Hill qui a créé Laura, mais beaucoup de ses interactions avec James, elles sont là pour le ramener un petit peu à la réalité, je trouve. Et bon, si je parle des personnages du jeu, je peux pas ne pas m'attarder sur Maria, évidemment. Maria, qui est un personnage qui est super tragique en réalité. Alors, pareil, elle a énormément de... Elle est quand même plus complexe que ce qu'on a l'air quand même. J'avais regardé un walkthrough de Born From a Wish. Parce que bah... J'ai bien compris qu'on n'aura jamais le DLC.
pour Silent Hill 2 Remake, du coup je suis allée voir un walkthrough. Et ça donne quand même une dimension qui est vachement plus élargie au sujet de Maria. Parce que, enfin, on comprend... Enfin, déjà, elle montre quand même plus de vulnérabilité dans le DLC, notamment que, elle a peur de mourir, mais elle a pas de but dans la vie, quoi. Parce que c'est une entité de Silent Hill, elle est uniquement là pour James. Et c'est quand même vachement fucked up de se dire que, elle sait que... Enfin, Baldwin et Maria, ils arrivent à la conclusion que James est un homme mauvais. J'allais dire, elle sait que James est un homme mauvais, mais vu que je le caractérise pas comme un homme mauvais, je me suis reprise. Mais dans leur lecture de James, c'est un homme mauvais. Et malgré tout, à la fin du DLC, elle fait quand même le choix d'aller le chercher, en fait, de pas mourir parce qu'elle veut pas finir... Elle veut pas mourir. Elle veut pas finir seule, donc la réponse logique, c'est d'aller voir James. Parce que de toute façon, à part Baldwin, y a personne qui peut la voir, c'est une hallucination de Silent Hill pour James. C'est pour ça aussi qu'on la voit jamais en interaction avec Eddie, Angela, Laura, et qu'on la voit en interaction qu'avec Pyramid Head ou les monstres, les autres monstres, parce que de toute façon, elle n'est le fruit de rien d'autre que l'imagination de James. Bon, j'allais dire, je vais pas vous faire l'affront de vous dire que c'est la version sexualisée de Marie, mais je viens de le dire, donc bon. Mais bon, on sait tous c'est quoi le mobile premier de Maria, enfin son existence, etc. Mais c'est quand même vachement triste de dire, putain, je sers à rien, je peux créer aucun lien. Le seul mec avec qui je peux avoir une interaction, c'est un mec qui va soit il s'en bat les couilles de moi, soit la seule chose qu'il veut de moi, c'est la personne que je ne suis pas. Et je trouve ça vachement dur, quoi. Alors évidemment, elle est pas parfaite, Maria, dans le sens où elle est pas injugeable. Clairement, j'ai plus le mot, du coup, c'est pour ça que je dis injugeable. Mais elle a fait des trucs qui sont pas ouf. Enfin, rien que la manipulation qu'elle aimait envers James, qui est... Elle essaye toujours de le détourner un petit peu, quoi. Même à sa rencontre, dans le remake, on voit la lumière du phare. On voit la lumière du phare au loin, et puis elle se pose devant lui pour être sûre qu'il regarde pas au loin, pour qu'il s'y rende pas tout de suite, et elle le détourne elle lui présente de l'alcool, alors que le jeu nous fait bien comprendre qu'il a eu des problèmes, d'alcool. Il a des problèmes d'alcool. Elle le tourmente avec le fait qu'elle ressemble énormément à Marie, qu'elle a la même voix. Elle flirte avec lui. Et puis il y a la scène de l'hôpital, enfin du sous-sol de l'hôpital, où il y a Pyramid Head qui arrive, et moi je pensais pas que Marie allait mourir. Je pensais que c'était un de ces jeux où genre t'as la menace mais t'arrives à t'en enfuir. Oh, il y a le cliché du oh, je tombe, je me fais pourchasser mais je tombe et je me relève mais j'ai perdu tellement de temps. Je pensais que même quand je voyais qu'ils n'arrivaient pas à ouvrir les portes de l'ascenseur et que Pyramid Head se rapprochait, je pensais qu'elle allait s'en sortir. Je pensais réellement qu'elle allait s'en sortir. Donc quand j'ai vu qu'elle s'est fait planter, c'est limite si mes yeux ils se sont pas autant écartés que les siens. C'est chaud. Je m'y attendais réellement pas. Je me souviens que j'ai pas bougé tout de suite quand le jeu m'a redonné les contrôles de James. Parce que ça m'avait trop choqué en fait. Moi je suis trop habituée aux jeux où les persos ne meurent pas. Enfin, quand c'est un perso principal, je suis trop habituée à ce que il meurt pas. En tout cas pas aussitôt, je m'attendais réellement pas à ça. Et puis la scène, elle est... Enfin pareil, encore une fois, la mise en scène est folle. La mise en scène est folle. Enfin, je sais pas, j'arrivais pas à me faire à l'idée que
Maria était plus là. Parce que quand bien même tu captes qu'il y a quelque chose qui va pas avec elle, bah en fait sa présence a été rassurante. Parce que simplement que t'étais pas seule, même si dans le fond, James est censé éviter les monstres de la ville, bah il traînait avec un monstre de la ville. C'est juste que elle était rassurante, elle était charmante, elle faisait des blagues, elle a une personnalité qui est assez marrante quand même à certains moments, et puis d'un coup elle est plus là. Et du coup, bah, je continue mon chemin, puis après je me rappelle, attends, mais j'avais vu dans les images que les gens ils repartageaient avant que je m'intéresse un peu trop au jeu, il y avait une scène dans la prison. C'est quoi ce foutoir? Puis j'oublie un peu, et puis bah vient la scène. Vient la scène où elle change complètement de tempérament. Et pareil, la scène, je sais, cette scène-là, je sais qu'elle s'est fait beaucoup critiquer par rapport au remake, mais moi je trouve que, pour le coup, je trouve que que ça soit l'original ou la version du remake, les deux se valent. Parce que, en fait, le truc, c'est que de toute façon, même si on avait donné aux gens une copie parfaite de la scène, ils auraient pas été contents parce qu'ils se seraient dit, ils sont même pas capables de faire leur propre version à eux. Mais moi je trouve que les deux se valent, il faut juste lâcher le biais. Le biais de préférence de l'original. Il faut savoir séparer les deux. Parce que le remake de Silent Hill 2 n'est pas là pour effacer Silent Hill 2 original. Tu peux toujours jouer à Silent Hill 2 original si tu veux. Je crois qu'en plus il y avait eu une histoire le jeu a eu un port PC, je crois, il y a pas si longtemps que ça. Ou peut-être que je confonds avec Resident Evil. Ça, je sais de sources sûres. Je sais de sources sûres qui sont disponibles, les originaux de Resident Evil, sur Steam, sur GOG, etc. Mais peut-être que c'est pas officiel, mais il me semble que j'avais entendu parler d'un port PC de Silent Hill 2. Un peu comme pour Twilight Princess récemment, mais je m'égare. Mais non, je trouve que cette scène de Maria dans la cellule est vraiment bien foutue dans le remake. Et puis bon bah une fois que t'arrives à l'atteindre, elle est décédée et puis James il comprend pas, il pleure et puis après il comprend pas pourquoi est-ce qu'il pleure pour une femme qui n'est pas Marie. Et puis même après il se relève, il appelle le nom de Marie et puis il y va et puis bah la troisième fois qu'on voit Maria, bah elle se fait buter par Pyramided. C'est juste après qu'il ait regardé la cassette, qui sait pourquoi Maria existe, pourquoi Pyramided existe, et il la tue quand même. Puis il s'ensuit le combat, et s'ensuit la fin, le boss final, où bah, c'est Maria qui essaye de prendre l'apparence de Marie pour qu'il reste auprès d'elle. Et ça aussi, c'est un dialogue qui est quand même assez marquant dans le cas de Maria, c'est que elle sait que si James il abandonne ses délusions, qu'il arrête de nier, elle va mourir en fait. S'il part de Silent Hill, s'il apprend de ses heures, s'il part, etc. Même juste s'il meurt en vrai, en réalité, je pense que... Enfin, il me semble que... Après, ça, c'est peut-être juste mon interprétation. Ça n'a pas été confirmé, il me semble. Mais je crois que même s'il meurt, elle meurt aussi. D'ailleurs, peut-être le combat était pas nécessaire, du coup. Mais le dialogue du... non, je refuse de te laisser partir parce que je peux pas. Je crois que ça n'avait pas été traduit comme ça en français, mais il y avait vraiment cette notion du I can't let you go. Et je crois que ça n'avait pas été traduit de la même manière en français, mais il y a vraiment cette notion du I can't, parce que si elle le laisse faire, si elle le laisse passer à autre chose, si elle le laisse accepter que Marie n'est plus là, et qu'ils ne repartent pas ensemble de Silent Hill, elle meurt. Et elle est terrifiée à l'idée de mourir. Et dans le meilleur des cas, elle est toute seule. Elle reste complètement isolée, toute seule, avec personne qui ne peut la voir, qui ne peut communiquer avec elle, rien. Donc ça rejoint encore une de ses peurs primaires, c'est qu'elle ne veut pas être seule. Maria, je trouve que c'est vraiment un personnage qui est tragique pour le coup. Il y a pas... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui la considèrent un petit peu comme l'antagoniste du jeu, mais moi je la considère pas comme telle. C'est un personnage qui est tragique dans le sens où elle existe que pour répondre à un désir
égoïste de quelqu'un et que si ce désir n'existe plus, et ben elle a plus qu'à aller se faire foutre et c'est... Non, c'est quelque chose... Maria, c'est quelque chose comme personnage. Je trouve que... je trouve que les gens s'attardent pas assez sur son personnage. Parce que il y a beaucoup plus de choses à dire que non seulement ce que j'ai dit, puisque je vais pas aller dans une analyse profonde de Maria, il faudrait que je me pose et que cette fois j'écrive un script pour parler d'elle. Mais non, Maria, c'est un personnage qui est vraiment, vraiment très bien écrit. Et qui mérite qu'on s'attarde un peu plus à son sujet quand même. Est-ce qu'il y a un autre point que j'aimerais aborder de toute façon, ça fait 1 heure que je parle toute seule comme ça. Je pense que je vais m'arrêter là. C'est pas impossible que je fasse peut-être une meilleure analyse de Silent Hill 2. Enfin, une meilleure vidéo plus complète, plus structurée, où je reviens, enfin un peu comme les autres vidéos qu'on peut voir sur Silent Hill 2 sur YouTube. Peut-être que j'ajouterai ma pierre à l'édifice pour que ça soit bien fait, pas à la volée et avec un peu plus de sérieux que maintenant. Non, je crois pas que j'ai là à l'instant T autre chose à dire. Même s'il y a énormément de choses à dire sur le jeu, hein, mais là à l'instant T il y a rien qui me vient. En même temps, il est minuit 25, je suis explosée. Depuis que je suis rentrée chez moi, je suis très fatiguée. Donc je sais pas si... Enfin, j'allais dire, je sais pas si je vais uploader cette vidéo peut-être. Mais du coup, si vous êtes jusque là et que vous entendez ça, c'est que j'ai fini par uploader cette vidéo. Auquel cas, merci d'avoir écouté pendant 1 heure. Je pense que... Non, bon. Merci. Et j'aimerais bien en discuter. Si vous avez des choses à redire par rapport à ce que j'ai dit par rapport à Silent Hill 2, j'aimerais beaucoup que vous m'en fassiez part, parce que j'aimerais énormément discuter un peu plus de Silent Hill 2 maintenant que j'ai refait le jeu et que je sais pas trop avec qui en parler. Donc si jamais, la discussion est ouverte. Et je vous souhaite une bonne nuit, parce que de mon point de vue, il faut aller dormir. Il est minuit, c'est l'heure d'aller dormir. Merci, à bientôt.